arrêter de bosser à 40 ans et prendre sa retraite peinard. Le rêve, non? Il existe un mouvement qui nous promet, non sans quelques efforts, qu'on peut tous y arriver. Son nom, FIRE, pour Financial Independence, Retire Early, ou en français, indépendance financière, retraite précoce. Vous en avez peut-être entendu parler. Et au premier abord, ça semble plus qu'alléchant. Qui cracherait dessus si on lui proposait d'arrêter de travailler et d'être en vacances perpétuelles? Voyage, sortie, le tout sans avoir à bosser, ça ressemble quand même furieusement au paradis. Sauf que la vérité des prix est bien différente, comme on va le voir. Je suis allé à la pêche sur internet et franchement, on y trouve de tout et un bon paquet de n'importe quoi. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vous expliquerai comment faire grossir son portefeuille de manière réaliste et sans être obligé de manger des pâtes tous les jours et de vivre dans une caravane. Avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de cliquer sur le lien juste en dessous et d'activer les notifications afin de ne rien rater des publications de la chaîne. Et si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le petit pouce bleu en l'air. Et maintenant, allez, c'est parti! Le mouvement FIRE est né dans les années 90. L'un des principaux catalyseurs de ce mouvement a été le livre Your Money or Your Life, écrit par Vicki Rubin et Joe Dominguez, publié pour la première fois en 1992. Ce livre a été le guide fondateur du mouvement FIRE, incitant les lecteurs à reconsidérer leur relation avec l'argent, à évaluer leurs valeurs et à prendre des mesures concrètes pour atteindre l'indépendance financière. L'idée centrale du livre est de remettre en question la notion traditionnelle de réussite financière, suggérant que le véritable succès réside dans la capacité à faire des choix basés sur la passion plutôt que sur des obligations financières. L'approche pragmatique du livre encourage à évaluer les dépenses, à économiser de manière agressive et à investir judicieusement pour créer un portefeuille permettant ainsi la liberté financière et la retraite anticipée. Au fil des ans, d'autres figures et blogs ont contribué à populariser le concept FIRE. On peut notamment citer Pete Adoney, plus connu sous le pseudonyme de Money Mustache, et qui a pris sa retraite à 30 ans, mettant littéralement en pratique le concept FIRE. Par la suite, des communautés en ligne se sont formées, partageant des stratégies, des histoires de réussite et des défis rencontrés sur le chemin de l'indépendance financière. Ainsi, le FIRE est devenu bien plus qu'une simple stratégie financière, c'est devenu un mode de vie prônant la liberté, la simplicité et la réalisation personnelle. Au cœur du concept FIRE se trouve la règle des 4%, une règle cruciale pour planifier une retraite anticipée et maintenir l'indépendance financière. Cette règle a été popularisée par la Trinity Study, une recherche menée par 3 professeurs d'économie à l'université de Trinity en 1998. L'idée fondamentale est simple. Selon la règle des 4%, vous pouvez retirer annuellement 4% de votre portefeuille d'investissement initial sans épuiser vos ressources pour une retraite anticipée. Cette règle repose sur l'hypothèse que votre portefeuille est principalement investi dans des actions et des obligations et qu'il est bien diversifié. Prenons un exemple concret. Si vous avez accumulé 1 million d'euros, selon la règle des 4%, vous pourrez retirer 40 000 euros par an pour financer votre mode de vie post-travail, sans épuiser vos économies à long terme. En fait, ça c'est ce qu'on entend souvent, mais l'étude en elle-même avait des paramètres plus précis. D'abord, la méthode a été backtestée avec différentes années de départ à la retraite anticipée, entre 1926 et 1995. Également, l'étude a considéré différentes durées de retraite de 15 ans à 30 ans et différents taux de retraite de 3 à 10%. Il est aussi important de noter que l'étude tient également compte de l'inflation. Et oui, si vous avez besoin de 2 000 euros pour vivre aujourd'hui, vous aurez besoin de plus de 2 000 euros pour vivre dans 20 ans. Et ça vient de l'inflation qui grignote régulièrement votre pouvoir d'achat. Donc on considère qu'on retire 4% la première année et qu'ensuite les retraites sont ajustées de l'inflation. Et les résultats, ça donne ça. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'effectivement, plus on retire pour vivre, plus le capital diminue rapidement. Pour faire simple, avec un portefeuille composé de 50% d'actions et de 50% d'obligations, si on retire 10% pour vivre, l'étude n'a trouvé aucun scénario où le capital n'était pas épuisé avant 25 ans. Même, il y a moins d'une chance sur 3 pour que le capital ne soit pas épuisé en 15 ans, selon les évolutions du marché. Et si on revient aux 4%, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, pour un portefeuille 50-50, on a 95% de chance d'avoir encore du capital après 30 ans. Ça veut quand même dire qu'on a 5% de chance d'être ruiné avant ses 30 ans. 5%, c'est pas beaucoup, mais si ça arrive, les conséquences sont catastrophiques. Vous vous imaginez ruiné à 65 ans? Comment vous faites pour continuer à vivre? Donc clairement, quand on fait des plans qui impactent sa vie et notamment la fin de sa vie, on peut pas se permettre de prendre des risques, car encore une fois, leurs conséquences peuvent être dramatiques. C'est pour ça que certains utilisent une autre règle. Bien que la règle des 4% soit largement partagée, certains partisans du FIRE préfèrent être plus conservateurs en utilisant la règle des 3%. Conformément à cette approche, le retrait annuel est réduit à 3% du portefeuille d'investissement initial. Et effectivement, si on regarde à nouveau la Trinity Study, on voit qu'avec un retrait limité à 3%, on atteint 100% de succès à 30 ans. Autrement dit, dans tous les cas de figure étudiés, quelles qu'aient été les évolutions du marché, le capital a au moins duré 30 ans. L'argument en faveur de la règle des 3% réside donc dans une prudence accrue pour garantir la longévité financière, surtout dans un contexte de marché volatile ou d'une retraite anticipée de longue durée. En choisissant de retirer un pourcentage plus bas, on vise à minimiser les risques liés à l'épuisement prématuré du capital. Alors certes, au niveau sécurité, on est pas mal avec la règle des 3%, mais il faut bien comprendre ce que ça implique, puisqu'on retire un pourcentage moins élevé du capital. Il y a deux options pour suivre cette règle des 3%. Option 1, on arrive à vivre avec moins. Autrement dit, on vise toujours le même capital, mais ensuite on retire et on vit avec 3% du capital au lieu de 4%. Dans l'exemple précédent, on a toujours un capital de 1 million d'euros, mais on ne retire que 3% par an, soit 30 000 euros, ce qui équivaut à 2 500 euros par mois. Bien moins que les 3 333 euros
avec la règle des 4%. Alors avec 1 million de capital, ça paraît possible, parce qu'on peut effectivement vivre avec 2500 € par mois. Et le problème ici, c'est que la plupart des gens n'arriveront pas à ce capital. Et donc, retirer une portion plus faible de son capital, ça peut mener à une vie très frugale, dominée par de nombreuses privations et peu de loisirs ou de plaisirs de consommation. Bien sûr, il revient à chacun de déterminer quel mode de vie il souhaite adopter. Mais lorsque cela implique plusieurs membres d'une famille, il peut être compliqué d'avoir une adhésion totale à ce mode de vie. Surtout dans nos sociétés modernes faites de tentations quotidiennes. Et il y a un risque non négligeable de frustration. Même si on peut être satisfait de ne plus travailler, pas sûr qu'on soit heureux pour autant. Option 2, on veut garder le même montant pour vivre qu'avec la règle des 4%. Et là, pas le choix, il va falloir un capital plus gros pour que les retraits de 3% soient équivalents aux retraits de 4% du capital initial. Ce qui veut dire qu'il va falloir une phase d'accumulation plus longue ou plus offensive. Reprenons là aussi l'exemple qu'on avait utilisé pour la règle des 4%. On avait dit que pour vivre de 40 000 € par an, soit 3 333 € par mois, il fallait un capital de 1 million d'euros. Et bien avec la règle des 3%, c'est pas 1 million qu'il faut, mais 1 333 333 €. Il vous faudra donc réussir à gagner plus de 300 000 € supplémentaires. C'est quand même pas négligeable. Mais c'est le prix de la sécurité. Autrement dit, le moyen de s'assurer de ne pas épuiser son capital avant 30 ans, même si des crises et des cracks boursiers se produisent. Le Lean Fire se caractérise par une frugalité extrême pour atteindre l'indépendance financière avec des dépenses minimales. Ça implique généralement un mode de vie minimaliste, des choix budgétaires stricts et une discipline financière rigoureuse. Alors ça, c'est pour doper la phase d'accumulation en réduisant les dépenses au minimum pour épargner un maximum. Le but, réduire son train de vie pendant sa phase active lorsqu'on travaille encore, pour atteindre le plus rapidement possible le capital qui permet d'arrêter de travailler. Mais le Lean Fire ne s'arrête pas là puisqu'il se poursuit dans la phase de rente. Et oui, si on peut vivre avec très peu, il ne sera pas nécessaire d'avoir un gros capital, puisque 3 ou 4% de retrait ne représenteront pas une grosse somme. Typiquement, si vous pouvez vivre avec 1000 € par mois, bonne chance, vous n'avez besoin d'un capital que de 300 000 € pour prendre votre retraite anticipée. C'est pourquoi les adeptes du Lean Fire visent à réduire au maximum leur coût de vie, souvent en simplifiant leur logement, en adoptant des habitudes d'épargne radicales et en minimisant les dépenses non essentielles. À l'opposé du Lean Fire, le Fat Fire vise une retraite anticipée avec un niveau de vie plus élevé. Partisans de cette approche cherchent à accumuler un portefeuille plus conséquent, leur permettant de maintenir un confort financier supérieur pendant la retraite. En fait, c'est clairement le Fire dont tout le monde rêve, avoir de l'argent et du temps pour le dépenser et se faire plaisir. Mais c'est aussi le plus compliqué à mettre en place, puisqu'il nécessite un gros, voire très gros capital. Le Barista Fire propose une approche intermédiaire, où les individus n'atteignent pas nécessairement une indépendance financière totale avant de prendre une retraite anticipée. Ils peuvent choisir des emplois à temps partiel, souvent moins stressants, pour financer une partie de leur mode de vie, tout en bénéficiant de plus de temps libre. Le Coast Fire implique d'atteindre un certain niveau d'épargne tôt dans la vie et de laisser ensuite les intérêts composés faire le gros du travail. Les individus peuvent alors coaster en travaillant à des emplois moins rémunérateurs ou plus satisfaisants sans nécessité financière immédiate. Bon alors là, petit bémol, le Barista Fire et le Coast Fire, c'est pas du fire. Il n'y a ni retraite anticipée, ni indépendance financière. C'est juste avoir des sous et complémenter ses revenus. Rien à voir avec Fire. Vous n'avez pas d'indépendance financière et vous ne prenez pas votre retraite. C'est juste ce que font les gens qui ont les moyens et qui ont envie de réduire leur activité professionnelle. Rien de neuf sous le soleil. Alors, bienvenue au royaume magique du grand n'importe quoi, l'endroit où on vous fait miroiter n'importe quoi. Les vidéos sur le Fire pullulent sur internet et ce serait trop long de toutes les analyser. On va juste en prendre quelques-unes de youtubeurs assez connus dans le domaine financier. On commence avec Mathieu Louvet de la chaîne S'Investir. Il a sorti plusieurs vidéos sur le concept Fire qui ont fait pas mal de vues. Comme il prône un certain sérieux sur sa chaîne, ça me paraissait intéressant de commencer par lui. Eh ben, j'ai pas été déçu. Dans cette vidéo, un des exemples qui est pris, c'est d'épargner 80% de ses revenus. Pour 5 000 € de revenus, ça veut dire mettre de côté 4 000 € et vivre avec 1 000 €. Franchement, vivre avec 1 000 € alors qu'on gagne 5 000 €. Bah là, chapeau. Je veux bien qu'on m'explique comment faire. Et quid du loyer? Et comment faire pour profiter un minimum de la vie? On s'est déjà privé pendant ses études et là, il faut encore se priver. En fait, ce principe, c'est se dire qu'on vivra mieux plus tard, même pour ceux qui ont les moyens. Bah, ça sert à quoi de sacrifier sa jeunesse si c'est pour arrêter de travailler à 50 ans et mourir d'un cancer à 60? Il aurait peut-être mieux valu profiter de ces 5 000 € de salaire quand on était jeune, non? Alors c'est sûr, on ne sait pas ce qui nous arrivera dans 40 ans, mais on peut rien exclure. Il faut donc trouver le bon équilibre entre épargne et dépenses. Dans cette vidéo, Mathieu Louvet explique que le mouvement Fire amène, je cite, de la motivation et un mouvement d'émancipation. What the f***? Quand tu gagnes le SMIC, ça t'amène à rien du tout. Ça te fait juste rêver comme quand tu regardes des reportages sur les super riches aux Bahamas. Sauf qu'ici, c'est pire, parce qu'on te fait croire que c'est possible pour toi, que tu peux devenir indépendant financièrement si tu te serres la ceinture toute ta vie. Dans une autre vidéo, il interviewe Sonny de la chaîne Sequoia Invest. Ce dernier explique que Fire, c'est la liberté, les voyages, la famille à l'abri. Que c'est vivre pleinement, faire ce qui nous plaît. Là encore, what the f***? Tout ça, ça fait rêver, mais avec quel budget? Rien à voir avec Fire, où l'esprit c'est quand même de réduire son train de vie. Les mecs vivent dans un dream complet et essaient de vendre ça à leurs abonnés. C'est malheureux, surtout qu'ils expliquent qu'une fois que vous vous êtes habitué à vivre avec peu, bah vous continuez, même quand vous avez arrêté de travailler. Donc en gros, vous vous serrez la ceinture pendant 30 ans, puis encore, vous vous serrez la ceinture quand vous avez arrêté de travailler. Qui veut ça? C'est pas ça qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre plutôt confortablement et profiter de sa longue retraite avec des voyages et des restos, au moins un minimum. Petite lueur de lucidité, Mathieu Louvet précise deux choses. Un, que Fire, ce n'est peut-être pas fait pour tout le monde et que
quand tu gagnes le SMIC, ça va être compliqué. Bah ouais, moi je dirais impossible. Et 2, que si tu arrêtes de travailler, tu ne cotises plus et que donc pour le coup, ta vraie retraite, quand tu auras l'âge, sera plus que réduite, voire inexistante. Et ça, c'est vrai. Et c'est clairement un input à prendre en compte. Mais ensuite, les deux sont d'accord pour dire que l'un des problèmes des pensions, c'est qu'elles ne suivent pas l'inflation. Et là encore une fois, c'est faux. Elles sont indexées. Les pensions de retraite sont revalorisées tous les ans au 1er janvier. D'ailleurs, c'est bien ce qui fait débat. Parce qu'en comparaison avec les actifs, le pouvoir d'achat des retraités est plus préservé de l'inflation. Alors combien de temps ça va durer? Ça, je ne sais pas. Le gouvernement décidera peut-être de supprimer cette indexation pour faire des économies. Tout comme l'indexation du point d'indice des fonctionnaires qui a été supprimée en 1983. Et pour le moment, les pensions sont bien indexées. Pour le même ordre d'idée, vend du rêve, l'invité Sony explique que sa stratégie FIRE repose notamment sur des investissements en SCPI et actions à dividendes. Et là, il affirme sans sourciller que 100 000 euros sur un PEA génère 10 000 euros de cash grâce aux dividendes, soit un rendement de 10%. Ah franchement, j'achète tout de suite. 10% sans même les actions US, c'est top! Non mais franchement, c'est vraiment prendre les internautes pour des pigeons. Comment peut-on empocher 10% de cash alors que le rendement dividende moyen du CAC est de 3,21% en 2023? Et en plus, c'est brut. En net, c'est moins que le livret A. Alors il se justifie en parlant du yield on cost. C'est bien. Mais là, à part embrouiller le spectateur, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est bien de savoir combien de cash nos placements génèrent chaque année. Pas de savoir quel pourcentage ça représente par rapport à notre prix d'achat. Ensuite, on continue sur les solutions qu'il préconise. En 1, essayer d'augmenter ses revenus. Sans blague. Bah, si c'était si simple, on n'aurait pas besoin d'investir. Encore une fois, ces gars-là pensent que quand tu gagnes le SMIC, tu peux facilement changer de job et gagner 500 euros de plus par mois. Je ne sais pas dans quel monde ils vivent, mais certainement pas dans le nôtre. En 2, ils expliquent qu'il faut diminuer ses dépenses. On revient au point du début. Est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre? Sachant qu'ils précisent que 80% des dépenses proviennent du loyer, de l'électricité, du chauffage et de l'alimentation. Comment réduire ça? Là, on n'est pas vraiment dans le superflu. On déménage pour vivre dans un appart pourri et on mange des pâtes. Ici, on parle pas d'un abonnement à Netflix ou à Amazon. Et justement, réduire les petites dépenses de ce genre, c'est toujours ça de prix. Et ça ne va pas vraiment vous faire une économie monstrueuse à la fin de l'année. Ils prennent un exemple. Pour réduire le chauffage et la consommation électrique, on fait les travaux pour 1000 euros, mais ensuite, ça nous permet d'économiser 50 euros par mois sur le long terme. Alors, il faut quand même plus d'1 an et demi pour amortir la dépense. Mais bon, pourquoi pas? Économiser 50 euros par mois sur sa facture électricité chauffage, c'est quand même énorme. Il y a plus de chances que l'économie tourne autour de 10-20 euros par mois. Ensuite, ils ressortent le fameux argument des intérêts composés. Ah, la magie des intérêts composés. Donc là, il t'explique que 200 euros par mois pendant 40 ans, placé à chaque fois sur un ETF S&P, eh ben ça fait au final 1 million. Ah oui, ok. Je parle aussi souvent du S&P comme une des bases pour investir. Rien de nouveau. Mais là, de quoi on parle? On parle de 40 ans. Ça veut dire que si vous commencez à investir à 23 ans, vous en avez 63 quand vous avez votre million. C'est top! Parce que vous avez votre million. Mais vous êtes à l'âge légal de la retraite. Vous allez pouvoir profiter d'une bonne retraite. Il n'y a pas de doute. Mais est-ce que vous aurez pris votre retraite à 40 ans? Pas vraiment. Parce que si vous commencez à investir à 23 ans et que vous placez 200 euros par mois sur le S&P, eh ben quand vous aurez 40 ans, vous aurez 100 000 euros. Pas vraiment de quoi arrêter de bosser. Et imaginons que vous arriviez à vous priver, à faire grossir votre capital à 600 000 euros pour prendre votre retraite anticipée à 40 ans. C'est quoi l'histoire que vous allez raconter à vos enfants? Papa a arrêté de travailler à 40 ans, maintenant il reste à la maison sans rien faire. Et comme il ne touche que 2000 euros par mois, ben pas de voyage, pas d'extra. Alors qu'en continuant de travailler, vous auriez pu cumuler votre salaire et votre rente, soit 4000 euros. Alors certes, vous avez moins de temps pour glander à la maison, mais beaucoup plus de moyens pour faire des choses sympas avec votre famille. Et je vous rappelle que dans le cadre du FIRE et de la règle des 4%, la Trinity Study a testé différents scénarios, mais jamais au-delà de 30 ans. Autrement dit, si vous vivez plus de 30 ans après avoir arrêté de travailler, vous n'êtes pas assuré de ne pas consommer tout votre capital. Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez de travailler à 40 ans et que vous vivez encore 50 ans? Ce que je vous souhaite. Êtes-vous sûr que votre capital va tenir 50 ans? Et s'il tient, mais que vous consommez tout, super, vous aurez réussi votre coup. Mais qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? Quel héritage? Eh ben, nada. Pas du tout égoïste comme vision. Je fais ce que je veux, j'arrête de bosser, je crame tout mon capital et je laisse rien à mes enfants. Je me suis intéressé au cas de Victor Laura, qui est présenté comme l'étendard français du FIRE, puisqu'il a soi-disant pris sa retraite à 30 ans. Alors même s'il a une chaîne perso, j'ai étudié son cas au travers de son témoignage sur Brut et surtout de son interview sur la chaîne Finery. FIRE, le gars investit dans l'immobilier, il achète et rénove des apparts. Bah ça ressemble furieusement à un job. Le mec prend les premiers trains de la journée, donc c'est pas trop ambiance grasse mat. Et comme annoncé, il s'est privé de tout de 20 ans à 30 ans, soit les plus belles années de sa jeunesse. Est-ce que le plus important, c'est vraiment de pouvoir quitter son job à 30 ans? En fait, c'est juste que son job lui plaisait pas. Maintenant, il a un autre job, ou une autre activité. Enfin, c'est la même chose, mais qui lui plaît. Il aurait peut-être juste dû changer de job et ne pas sacrifier ses années de jeunesse. Habiter en coloc, ne plus aller au resto, ne plus voir ses amis. Sympa la vie. Alors c'est sûr, maintenant ça va beaucoup mieux. Il y a quand même eu 10 ans de privation en travaillant comme un dingue. Faut tenir. Et comme jeunesse, on a vu mieux. Il dit que la génération de ses parents travaillait pour soi-même et pour financer sa retraite. Bah surtout ils travaillaient pour faire vivre leur famille et pour améliorer le niveau de vie de leurs enfants. Ensuite, le gars gagnait 12 000 euros par mois. Ah oui, quand même. C'est sûr que là, on peut épargner un max. Mais on est loin de ce que gagne la majorité des Français et qui rêvent de prendre leur retraite anticipée. Il a 15 biens immobiliers et un immeuble de bureau. Comme souvent, on met en avant des gens qui ont réussi mais qui ont des
profils bien particuliers et qui sont très loin de ressembler à la majorité des gens. On fait croire au gars lambda qui regarde des vidéos sur YouTube que lui aussi peut y arriver et se verser une rente de 8 000 € par mois. Mais c'est absolument pas le cas. C'est ça le souci. Et encore une fois, le gars bosse, il gère une partie de ses biens immobiliers en direct, il emprunte, il achète, il rénove, il a aussi des business à côté. Enfin, en gros, il a monté sa boîte d'investissement dans différents domaines. On est très loin de la retraite. Certes, il est plus salarié, mais il est son propre patron et il bosse. Et en plus, il consomme presque pas son capital. Il touche des revenus de ses business et de l'immobilier. Ça n'a rien à voir avec Fire et la règle des 4%. Lui, en fait, il a monté des business et investi dans l'immobilier. Et ça lui rapporte un revenu tous les mois. Il vit de ça. Il touche pas à son capital en bourse ou dans l'immobilier. Ça, c'est top. Ça tient la route. Tu touches 8 000 € par mois grâce à tes apparts et tes business. Et en plus, ton capital investi en bourse continue de grossir. Non seulement tu n'as pas à te soucier de combien de temps va durer ta retraite, mais tu n'as pas non plus à te soucier des variations des marchés. Et cerise sur le gâteau, entre les biens immobiliers et le portefeuille boursier, tu vas transmettre un méga patrimoine à tes enfants. En gros, la manière dont Victor Laura gère ses finances et le niveau de vie qu'il arrive à avoir avec ça, c'est juste que tout le monde voudrait. Mais il y a plusieurs bémols. Il a tout de même dû se priver fortement pendant ses années de jeune adulte, entre 20 ans et 30 ans. Il faisait déjà partie des gens très aisés avec un revenu mensuel de 12 000 €. Il avait et a toujours une connaissance profonde de la finance et notamment de l'immobilier, que ce soit du montage de société ou de la fiscalité. Et surtout, ce n'est pas du FIRE, c'est juste qu'il est devenu indépendant plutôt que d'être salarié. En gros, comme plein de gens, il a monté sa boîte d'investissement dans l'immobilier en priorité, mais aussi dans des business à côté et dans la bourse. Certes, il travaille moins, mais ce n'est pas vraiment une retraite. Plutôt que de croire toutes les vidéos sur internet qui vous disent que vous allez prendre votre retraite à 40 ans, on va voir qu'il existe de vrais moyens d'atteindre un de vos objectifs qui est, améliorer votre niveau de vie pour profiter encore plus de la vie. Alors certes, ce ne sera peut-être pas, même certainement pas en prenant votre retraite à 40 ans, mais au moins, ça fonctionne. Le but, c'est d'investir intelligemment son épargne en commençant le plus tôt possible. Il faut donc faire un effort d'épargne, mais ça n'a rien à voir avec FIRE. C'est juste bien gérer son épargne, s'éduquer financièrement et investir. Profitez de votre jeunesse, sortez, amusez-vous. Mais en même temps, mettez un petit capital de côté chaque mois. Le plus simple, c'est d'opérer un prélèvement à la source. Vous mettez en place un virement automatique lorsque vous touchez votre salaire. Comme ça, comme pour les impôts, c'est fait. Et ensuite, vous pouvez dépenser ce qui reste. Le but est de moduler cette épargne. Très faible lorsque vous débutez dans le monde du travail, puis plus élevé lorsque vous arrivez à décrocher un job mieux payé. Sur le long terme, cet effort régulier va payer. Alors, il va payer si vous ne mettez pas votre épargne sur un livret A, qui, je vous le rappelle, rapporte moins que l'inflation. Si vous faites ça, vous allez littéralement bosser pour rien. Votre pouvoir d'achat va diminuer avec le temps. Alors que vous voulez l'inverse. Alors, que faire avec cette épargne? Il faut bien évidemment l'investir. Oui, mais dans quoi? En fait, ça dépend de votre âge. Pour faire simple, quand vous avez la vingtaine et que vous débutez dans la vie, vous pouvez prendre plus de risques, puisque si vous vous trompez et que vous perdez une partie de votre épargne, vous pourrez la reconstituer grâce à votre travail. En revanche, quand vous êtes plus âgé, on va dire 10-15 ans avant l'âge de votre retraite, là, il faut réduire très nettement les risques. Parce que si vous perdez gros, ce sera très compliqué et très stressant de vous refaire. Et c'est absolument pas le but. Alors, c'est bien la théorie, mais en pratique, ça donne quoi? Quels sont les portefeuilles qu'on peut utiliser si on a 20 ans ou 50 ans? Eh bien, on voit ça tout de suite. On commence avec le portefeuille idéal quand on est jeune. Même si on a des revenus limités à cet âge, on peut se permettre d'être plus agressif et prendre plus de risques. Alors attention, prendre des risques, c'est pas faire n'importe quoi. Formez-vous avant d'investir, pour au moins comprendre ce que sont la bourse et les actions et comment ça fonctionne. Et soyez très prudent lorsque vous utilisez certains instruments financiers. Le maître mot, prudence. Et ne soyez jamais trop gourmand. Alors maintenant que c'est dit, voyons le portefeuille idéal à 20 ans. D'abord, en ce qui concerne les versements, on alimentera à 30% le PEA et à 70% le CTO. Pourquoi? La croissance est l'idée par les marchés US qui seront accessibles via votre CTO. Il faut donc privilégier ce compte lors de la phase offensive de croissance. En revanche, il ne faut pas négliger le PEA qui vous offre une super enveloppe fiscale en vous 10% de l'impôt. Ensuite, il y a la répartition sur les classes d'actifs. Là, on a sur une base de 30% avec des ETF. Là encore, on met l'accent sur les marchés US pour capter leur performance. On a donc une surpondération sur le S&P 500 avec une allocation de 20% sur un ETF S&P. On complète avec 5% sur un ETF monde qui va également être fortement exposé au marché US. On termine par 5% d'ETF thématiques que vous choisirez parmi des tendances porteuses comme la santé et la transition écologique. Ensuite, le gros de notre portefeuille sera constitué d'actions qui représenteront 60% de notre capital investi en bourse. Ici, la surpondération se fera sur la tech US avec 30% de notre portefeuille investi dans des grosses boîtes de la tech US comme Nvidia, Amazon, Microsoft ou Apple. Nous aurons aussi un petit ticket sur la tech dans le reste du monde avec des boîtes comme ASML ou TSMC. En deuxième position, comme secteur d'investissement de vos actions, on aura le luxe, coté sur le marché français avec des leaders comme Hermès et LVMH. On complète la partie actions avec des small caps innovantes mais également plus risquées. On allouera donc 5% de son portefeuille à des petites boîtes qui montent comme Carbios ou Global Bioenergy. Il reste 10% de votre portefeuille pour faire du stop picking dans d'autres secteurs que ceux déjà cités. Entre les ETF et les actions, on a investi 90% de notre portefeuille. Il reste donc 10%. 10% qui vont nous servir à doper les rendements de notre portefeuille en utilisant des instruments financiers plus risqués mais extrêmement rentables. Je veux bien sûr parler des turbos. Alors attention, on ne se lance pas dans ce genre d'instruments sans rien connaître et sans avoir aucune stratégie. On n'est pas au casino. Si vous voulez tout comprendre à ces instruments, allez jeter un œil à ce tuto. Les turbos n'auront plus de secret pour vous. Et donc, ces 10% investis en turbo vont vraiment être l'accélérateur de performance. En revanche, il faut bien rester à 10% de votre portefeuille. Ça veut dire
C'est-à-dire que si vous avez de fortes plus-values avec vos turbos, ne réinvestissez pas tout dans les turbos. Ventilez sur le reste de votre portefeuille pour garder l'enveloppe des turbos aux alentours de 10%. On peut pas augmenter l'enveloppe allouée au turbo pour gagner plus? Alors si, on peut, mais là ça veut dire qu'on prend beaucoup plus de risques. Et si ça se passe mal, ça va faire très mal. Une très grosse perte qui demandera pas mal de temps à être comblée. Je ferai peut-être une vidéo sur ces stratégies ultra offensives. Ok, ça c'est quand on a la vingtaine. Mais comment ça se passe quand on arrive à 50 ans, à moins de 15 ans de la retraite? En fait, à cet âge-là, la logique n'est plus du tout la même. Plutôt que de prendre des risques pour accumuler davantage, le but va être de sécuriser ce que vous avez déjà acquis, tout en gardant une performance raisonnable. Concrètement, ça donne ça. Tout d'abord, si notre PEA n'est pas plein, on va chercher à le remplir pour profiter à fond de l'avantage fiscal, même si les performances sont moindres que sur le CTO. On va inverser la priorité de nos versements avec 70% sur le PEA et 30% sur le CTO. Si on a déjà atteint le plafond de versement de notre PEA, soit 150 000 €, eh ben on sera donc en 100% sur le CTO. Quant à la répartition entre ETF et actions, là on inverse complètement la tendance. On investira 70% de notre portefeuille sur des ETF. On réduira la voilure en ce qui concerne l'exposition au marché US et on préférera un ETF monde qui représentera 35% de notre portefeuille. On mettra quand même 10% sur un ETF S&P pour continuer à capter un peu de la dynamique US. Au passage, je vous rappelle que dans un ETF monde, vous êtes déjà très exposé aux US, puisque le marché US compte pour près de 70% de ces ETF. Enfin, on garde toujours une poche de 5% d'ETF thématiques selon les tendances du moment. Ensuite, la poche action a pas mal diminué par rapport au portefeuille de jeunes, puisque là, elle ne représente plus que 29% de notre portefeuille. Les deux plus gros secteurs restent la tech US et le luxe, chacun d'eux représentant 7% du portefeuille. On garde aussi une petite poche réduite de 2% sur les small caps innovantes et de 3% sur la tech hors US. Le but est de conserver des lignes dans des secteurs dynamiques, mais en réduisant énormément leur poids dans notre capital afin de réduire les risques. Et enfin, on garde 1% de notre portefeuille pour investir dans les turbos. Bah oui, on ne tire pas un trait définitif sur les instruments à levier, mais on divise le pourcentage d'allocation par 10. Et là, hors de question de dépasser ce chiffre. On stick à cette répartition. Car encore une fois, même si on ne renonce pas à une certaine performance, le but de ce portefeuille est de jouer la sécurité. Alors là, on a parlé que de portefeuille boursier, mais bien évidemment, votre patrimoine global peut compter d'autres domaines comme l'immobilier, le crowdfunding ou même certains investissements un peu plus exotiques. Là encore, il faudra ajuster la répartition selon votre âge et donc selon que votre stratégie est tournée vers la performance ou la sécurité de votre patrimoine. Alors, est-ce qu'on peut prendre sa retraite à 40 ans et bien vivre en profitant de la vie? Ben clairement, la réponse est non. À part certains cas très particuliers, c'est absolument pas réaliste. En revanche, investir pour se construire un patrimoine qui viendra compléter votre revenu du travail, ça c'est beaucoup plus vraisemblable. Et si vous investissez régulièrement et arrivez à vous constituer un bon capital, vous pouvez même réduire votre activité salariale et passer un job 3/4 ou mi-temps par exemple. Ce sera pas une retraite, mais ça vous permettra de vous dégager plus de temps libre pour profiter de la vie avant votre vraie retraite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du concept FIRE. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu lié aux investissements. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, n'oubliez pas, le poids en peuple et la finance aussi.